Eh bien, le top est donné par le réalisateur, Avril Tambouret, dont je profite de l'occasion pour dire que si vous n'avez pas encore vu, essayez de voir le film qu'il a consacré à Yves Chaland, puisque nous sommes ici aux Rencontres Chaland. L'énigme Chaland a vraiment un film extrêmement touchant, extrêmement intelligent sur la manière dont travaillait Yves Chaland. Yves Chaland, d'ailleurs, dont vous connaissez le travail et dont vous appréciez le travail, je crois, j'ai lu des morceaux d'interview ici et là. Nous avons avec nous Laurent Durieux. Laurent Durieux est illustrateur. J'espère ne pas... Bien joué. Bien joué. Bon, illustrateur, affichiste. À ses côtés, nous avons son complice. Il suffit de passer 5 minutes en Rencontres Chaland pour comprendre que ces deux-là se connaissent depuis longtemps et n'hésitent pas à s'appeler mon petit chat, ce qui est gentil, ce qui est aimable, par exemple. Donc David Merveille, également illustrateur, auteur de livres jeunesse, de livres pour enfants, mais aussi affichiste, par ailleurs, une quarantaine d'ouvrages à votre actif, je crois. Hein. À peu près. Je n'ai pas dit combien d'affiches, mais on discutera après sur le travail des affiches. Et à vos côtés, Jean-Marc Fies, qui lui est ingénieur papier. Savez-vous ce qu'est un ingénieur papier? Eh bien moi aussi je l'ignorais. Un ingénieur papier fabrique des pop-up. Les pop-up, ce sont ces livres que, quand vous les ouvrez, deviennent des volumes. Nous verrons tout à l'heure comment Jean-Marc travaille pour créer ces pop-up. Peut-être commencer avec la paire bruxelloise de David et Laurent, David Merveille et Laurent Durieux. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à les croiser un jour ici, mais c'était à tort, parce que on parle souvent de bande dessinée, ici. David d'ailleurs, il dédicace un de ses plus récents ouvrages à Morée avec son autre complice Zidrou. Vous avez fait beaucoup de choses avec Zidrou. Zidrou, ce n'est pas que l'élève du Cobu, c'est beaucoup de choses pour adultes et pour enfants, et vous avez beaucoup travaillé avec Zidrou. Je dis que je ne m'attendais pas à vous trouver là, parce qu'en général, on y parle bande dessinée plus qu'illustration en général, et notamment les affichistes ne nous avaient pas, je crois, encore vraiment rendu visite. C'est faux. Floch, l'an dernier, il y a 2 ans, était un grand affichiste, et d'autres sont venus ici, Jost Svart et d'autres pour parler. Mais je voudrais quand même revenir à vous. Je dis ça parce que on vous connaît moins, en tout cas on vous imagine moins sur le territoire de la bande dessinée que sur le territoire du cinéma. De manière naturelle, ceux qui suivent votre travail, notamment Laurent Durieux, vous voient plus sur ce territoire-là. Et j'aimerais d'abord peut-être comprendre comment cet amour du cinéma s'est noué et quel type de cinéma pour arriver aujourd'hui à être non seulement reconnu, mais admiré par des Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, PTA, Paul Thomas Anderson et d'autres. En fait, il y a une espèce de malentendu. C'est-à-dire que mon monde à moi, mes amis, c'est le monde de la bande dessinée. Et on est venu un jour me voir, enfin des éditeurs américains, pour me dire tiens, est-ce que tu as pas envie de faire une affiche de cinéma? Ce que j'ai fait, mais je n'étais pas spécialement intéressé, enfin, je suis intéressé par le cinéma comme tout le monde, mais j'ai pris ce challenge comme n'importe quel autre boulot. Il se trouve que j'avais une vision narrative. Si les gens s'intéressent à mon travail, ils se rendent vite compte qu'en fait je traite mes affiches comme certains auteurs traitent des histoires. Elles sont très narratives. Et voilà. Et en fait, moi je crois que mon travail est plus proche de la bande dessinée ou de l'illustration qui se rapproche de la bande dessinée que du cinéma. Alors ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vos affiches sont pour la plupart du temps, en tout cas pour le cinéma, ce qu'on appelle des affiches alternatives. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, vous avez des affiches devant la salle. Et vous réinterprétez avec votre connaissance du film, avec ce qui vous inspire, vous recréez de nouvelles affiches qui pourraient être celles de ce film-là. Oui, c'est vrai, je crée une connivence, évidemment. En fait, la différence entre les affiches officielles
enfin elles sont toutes officielles, mais disons les affiches qui vantent le film que les gens ne connaissent pas, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de connivence avec le spectateur. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On ne connaît pas le film. Alors que moi, c'est un peu plus facile parce que je peux jouer avec les codes puisque les gens connaissent le film. Donc il y a à chaque fois une petite idée, il y a un jeu qui s'installe. Donc c'est un peu ça la différence avec le poster alternatif. Même si, c'est vrai, on pourrait après le reprendre. Mais voilà. Alors j'essaye de ne pas comment dire, faire dans mes affiches de dévoiler l'intrigue du film. Mais voilà, c'est la différence. Donc en fait, voilà, on joue avec des nouveaux codes, on peut jouer, on se moque quelque part du côté marketing. C'est pour ça que je peux me permettre de dessiner des acteurs de dos, par exemple, ce que j'ai toujours aimé faire. Je trouve que, par exemple, quand on fait une affiche pour un film qui sort, si vous proposez à la major que l'acteur soit de dos, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ils vous diront, on le paye 15 millions de dollars ou 20 millions de dollars, est-ce que tu ne peux pas le mettre de face? Que au moins les gens puissent savoir que tel acteur... bon, moi, pas du tout, je n'ai pas cette pression marketing, donc je peux vraiment tout à coup intégrer la personne qui regarde l'affiche dans l'aventure. C'est pour ça que j'aime bien... D'abord, il y a deux raisons pour lesquelles je dessine les gens de dos. C'est parce que, d'abord, je trouve que c'est gai, parce qu'on rentre dans l'aventure avec eux, on rentre dans le film avec eux, c'est pas frontal. Et puis, pour des raisons de droit à l'image. Je m'amuse avec ça, oui, vous verrez, si vous vous intéressez à mon travail, vous allez souvent voir des silhouettes dans le noir, ou bien de 3/4 dos, ou bien de dos, c'est parce que j'ai des droits, j'ai des contraintes juridiques. De la contrainte, Laurent Durieux sait faire quelque chose de passionnant, qui tient au fait que ces affiches sont toujours intrigantes, sont toujours malaisantes même souvent. Elles sont rarement très lumineuses, je veux dire par là qu'il y a rarement un grand soleil. Parfois il existe le grand soleil dans vos affiches, mais même là, on ne peut s'empêcher d'être un peu intrigué, dérangé par ce qu'on voit. Vous avez derrière nous, sur l'écran qui défile, des images. Donc quand vous verrez des affiches qui vous intriguent de manière un peu gênante, un peu malaisante, c'est du Laurent Durieux. Quand vous verrez quelque chose de lumineux, mais agréable, sympathique, mais un vrai bonheur, vraiment, merci. Un soleil. Un soleil, c'est David Merveille. Vous connaissez, je crois, depuis l'école. Oui. Ça a commencé quand, cette affaire? Bon, on s'est vraiment rencontrés à la Cambre, qui est l'école... La Cambre? Oui, à la Cambre à Bruxelles, qui est l'école supérieure, on va dire, d'art officielle. Et voilà, on avait 20 ans, quoi. Enfin, t'es gamin. Soyons précis. Ce matin, vous avez eu la délicatesse au petit déjeuner de passer dans mon dos pour me dire « Je suis né en 1968 ». mais oui, enfin bon, on ne va pas faire les calculs des années ratées à l'école. Pas du tout. Vous êtes 2 ans plus jeune. Oui. Vous êtes né en 70. Ouais. Vous avez commencé la même année. Je dis ça parce que il y a quelques années, nous discutions ici d'une autre école, les Beaux-Arts à Saint-Étienne, où Yves Chaland a fait cette étude avec un certain nombre de gens, Jacques Terpan, bien d'autres, avec qui. Et les gens vérifiaient sur Saint-Étienne, et que les gens qui étaient à côté de lui disaient, bon, on est balèze et tout, et il suffisait de jeter un coup d'œil sur ce que faisait dès les premiers cours, dès les premières études sur le travail de Chaland, pour dire, ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas au niveau. J'ai lu quelque part que vous avez eu la même déconvenue en étant à côté de Laurent Durieux. C'était même avant notre premier cours, parce que c'était à l'examen d'entrée, où on était à la même table. Alors lui se souvenait de moi, parce qu'on était dans une autre école avant, mais pas du tout, je ne fréquentais pas. Et quand je l'ai vu dessiner pour l'examen d'entrée, j'ai dit, oh là 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 là, je suis tombé ici. Et voilà, mais bon. Très doué. Très doué. On passera sur une éventuelle déconvenue, parce que quand on est trop doué, il faut savoir jeter ses oripeaux pour se trouver. C'est-à-dire que quand on voit dans ce livre, je crois que c'est dans ce livre, vos premiers travaux, c'est dans celui-ci, ouais. Vos premiers travaux, à la manière de. Il suffisait de rien pour que vous sachiez faire du Möbius, du Floch, mais vraiment à s'y tromper. Vous auriez eu une carrière de faussaire assez impressionnante. Mais oui, c'est vrai. Le pire, c'est que je crois toujours être un faussaire. Ah, pourquoi?
Ah, mais ça, c'est la même chose pour tous les artistes, je pense. Et, on a tous toujours l'impression qu'on va venir frapper sur notre épaule pour dire c'est bon, on l'a compris maintenant, tu te dégages. Voilà. Tous les artistes ne sont pas comme ça. J'en connais. J'ajoute quand même que c'est. Vous dédicacez ces 2 ouvrages aux Rencontres Chaland et ici même. Mais effectivement, quand j'entends des lecteurs dire oh là là, qu'est-ce que vous êtes balèze, comme vous avez également par amitié fait les couleurs du dernier Pharaon, le Blake et Mortimer, de Skeuten, une bande, encore un collectif, puisqu'il y a, revenons au cinéma, Jaco van der Mal, on dit Dormal, oui, Dormal. Dormal, wow, je sais parler le bruxellois. Il y a Thomas Gunzig, exactement. Et donc vous avez fait les couleurs. Et quand on vous dit, ah quand même, vous êtes balèze, vous êtes au moins aussi balèze dans votre pratique graphique qu'un Skeuten, là vous dites arrêtez. Bah oui. On ne peut pas faire autrement. Bah si on peut, et si je dis tout ça, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas votre travail, eh bien, prennent conscience du niveau que vous avez atteint. Aujourd'hui, vous êtes connu dans le monde entier. On peut le dire comme ça. Oui. J'y suis, enfin, je ne peux pas dire que j'y suis pour rien, mais je suis le premier qui connaît. C'est vrai que, en fait, quand on travaille pour le cinéma et quand on a un peu de visibilité aux États-Unis, ça va très très vite. C'est très, je vous assure, en quelques semaines, on reçoit des mails de gens connus, quoi. C'est incroyable. Et je me rappelle, j'ai dû me pincer plusieurs fois quand je recevais des mails hallucinants. Et alors que j'étais en train de travailler, il était 9h du soir, il neigeait dehors, j'avais un bout de pizza dans la poubelle, froid, et on reçoit des mails de Hollywood, quoi. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas bien compris. Je ne peux pas l'expliquer, hein. Mais voilà. Et après, on lit sur des blogs, en fait, qu'on est une figure majeure de l'illustration. Tout ça c'est beaucoup de vent, hein. Il ne faut pas y faire attention. Mais c'est pour ça que je vous explique, je ne peux pas vous expliquer tout à coup pourquoi je suis devenu connu. Alors, on peut quand même dire que quelque chose vous réunit, c'est que vous avez été remarqué la première fois, si je ne m'abuse, aux États-Unis, pour avoir fait une illustration sur François le facteur de Jacques Tati, François à l'américaine. Ouais. Et je dis ça parce que Tati, David Merveille, c'est votre grand frère. Mais oui, c'est vrai que j'ai monté donc il y a une quinzaine d'années une exposition collective sur Tati, sur Monsieur Hulot, et il a fait cette illustration de François le Facteur, un d'autres grands illustrateurs, dessinateurs de BD qui ont participé. Donc c'est vrai qu'il y a ce lien cinéma, Tati. Vous, oui. Je disais tout à l'heure, vous m'aviez dit être né en 68, donc on imagine tout de suite que vous êtes de la partie du XXe siècle qui a fait sa révolution esthétique, puisque sont passés avant vous tous ceux qui ont rénové l'illustration, la bande dessinée, mais vous restez un nostalgique, malgré tout un militant. C'est quoi vos grandes années? Non, mais ça ne s'explique pas. J'ai toujours été fasciné par les années 50, les années 60, par Fellini, Tati, tout ça. Ça ne s'explique pas. Je trouve que les voitures, on ne contredira pas, les voitures des années 50, elles sont quand même 1000 fois plus belles que les actuelles, quoi. Et donc, moi, j'ai toujours été obsédé par cette nostalgie, évidemment, d'une époque que je n'ai pas connue. Et c'est ce qui m'a rapproché très très fort de Jacques Tati, de son univers, quoi. J'ai vraiment, au début, j'avais un univers qui était proche de celui de Tati, parce que nostalgie, parce que humour, parce que burlesque, parce que les années 50, parce que pas de texte. J'ai fait beaucoup de livres jeunesse sans texte, Tati c'est sans parole. Mais pas sans bruit. Pas sans bruit, bien sûr. Et donc c'est très riche, très étonnant. Voilà, c'est tout naturellement que je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas encore de livre jeunesse avec le personnage de Monsieur Hulot? C'est une aberration. C'est un grand gosse, il faut faire quelque chose avec lui.
Et c'est ainsi que l'ont entendu très vite les ayants droit. Enfin, on sait que c'est Macha Makayev et Jérôme Deschamps. Vous connaissez Jérôme Deschamps, les Deschiens, les grandes pièces de théâtre. Vous êtes allés les voir pour leur parler de ça? Ah oui, c'est-à-dire que, bon, quand je me suis dit, bah, ça vaudrait la peine de faire un livre jeunesse, j'ai quand même mis beaucoup de temps pour trouver le concept, parce que je voulais pas de texte et tout ça. Donc j'ai fait Jacob et Monsieur Hulot, où il y a des volets avec des surprises, tout ça. Et quand c'était au point, j'ai contacté mon éditrice, Web, qui était d'accord, et puis après, les ayants droit. Et donc les ayants droit, quand j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec eux, ça s'est passé très vite, très naturellement, parce que c'est des créatifs. Voilà. Donc ils ont vu mes dessins, ils ont dit, ah bah oui, c'est tout à fait dans l'univers de Tati, allez-y, vous avez une carte blanche. Bon, évidemment, avant l'impression, on repasse pour montrer le dessin et tout ça. Et puis pendant 15 ans, j'ai eu une relation vraiment très très étroite avec le film de mon nom qui gère les droits. Et donc c'est les livres, et puis les expos, et puis les affiches en sérigraphie. Puis... En fait, je voulais juste faire un livre, mais j'ai mis mon doigt dans l'engrenage, et puis j'ai dit non, je ne vais pas faire une suite. Il y en a combien aujourd'hui? Il y en a 4. Il y en a 4. Et c'est pas fini. Je sais pas. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un film d'animation qui est en préparation, avec toute une équipe à Arles, tu ne nous as pas vus. Et donc ça, peut-être que ça verra le jour, peut-être dans 2 ans. Puisque ça fait 12 ans qu'on travaille dessus, on peut se dire que dans 2 ans, ça sera terminé. Alors Tati, même quand il peignait sur pellicule la modernité de l'époque, Playtime, Trafic, il y avait quelque chose de, là encore, très marqué dans le temps, et surtout de très français, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous avez apporté de belge, de bruxellois à Tati? C'est difficile à expliquer, mais déjà, entre le cinéma prise de vue réelle et puis les livres de jeunesse, en fait, c'est le même univers, mais ça n'a rien à voir. C'est 2 médias tout à fait différents. Oui. Donc j'ai pu déjà prendre des libertés. Par exemple, dans le premier livre que j'ai fait, il y a Monsieur Hulot qui allume l'interrupteur, et puis on tourne le volet, on voit, au lieu que la lumière de la pièce s'allume, c'est le soleil qui s'allume. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans un livre jeunesse. Oh, c'est poétique, c'est jeu. Jamais Tati aurait pu faire ça dans un film, parce que c'est pas possible. Donc moi, j'ai pu comme ça prendre des libertés. Alors, on pourrait appeler de surréaliste, comme beaucoup de belles chansons. Absolument, voilà, je voulais y venir. Et la pipe de Tati, vous l'avez compris, n'est pas très loin de celle de Magritte. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pris... on a le surréalisme dans notre ADN, quoi. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait naturel chez nous. Moi, je ne me pose pas la question, mais c'est vrai que j'essaye de tirer l'élastique un peu plus loin que Tati. On va revenir à Laurent Durieux. Nous nous intéresserons après sur justement les mécanismes d'Ali Merveille qui expliquait ce qu'il est possible de faire sur un livre et pas à l'écran. Il y a aussi des choses à voir avec Jean-Marc Fiès, qui lui donc est ingénieur papier et photographe. D'abord, peut-être avant tout photographe, auteur de livres jeunesse et effectivement pop-upper. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça existe. Nous verrons d'ailleurs s'il y a une internationale du pop-up comme il y a une internationale de l'affiche, parce que nous reviendrons peut-être aux influences de Laurent Durieux. Mais justement, Laurent Durieux, avant de détailler cette affiche, je crois que vous, c'est vers les États-Unis, vous avez regardé très vite quand même, parce que c'est un magazine, le magazine Fortune, qui vous a inspiré, et notamment un illustrateur qui était un formidable illustrateur, qui faisait les dessins de couverture de ce magazine, et qui s'appelait Antonio Petruccelli. Qui a commencé dans les années 30. Ah oui, oui, à mon avis 30, peut-être même 20. Oui. Je crois que la première c'est 1930 pile, sa première oui, de Fortune, mais il a commencé après. Ah oui, mais pour Fortune, c'est-à-dire ce magazine que vous avez essayé de collectionner finalement. Ah oui, je l'ai collectionné, oui, je le collectionne toujours, et c'est vrai que quand je le montre, je ne sais pas si je l'ai montré à Philippe. Philippe Dupuis, Dupuis qui est l'invité d'honneur de ces rencontres dont l'exposition est autour de nous. Quand je montre ce magazine aux gens, quand on parle un peu de la modernité d'aujourd'hui, l'impression, les qualités d'impression, tout ça, je sors mon magazine Fortune de 1932 et je montre combien on a perdu en technicité.
et en modernité en fait. Vous savez que c'était la même chose, vous le savez, je dis vous savez, mais vous le savez. Là vous allez me répondre, mais évidemment, Chaland était passionné de ces questions techniques, d'impression, de qualité d'ouvrage, pour porter cette modernité presque rétro-futuriste, on peut l'appeler. Vous avez ça en commun. Non, c'est très beau, ces couvertures sont très épaisses, elles sont imprimées, je ne sais pas comment, elles doivent être imprimées parfois en sérigraphie, parfois en flexographie, je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est d'une beauté incroyable. Et puis les annonces à l'intérieur sont avec des dorés à chaud, avec des embossages, enfin des choses qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Bon, le magazine s'appelle Fortune, hein, il y a peut-être déjà une idée derrière ça, mais les couvertures sont toutes sublimes, c'est-à-dire que c'est comme le New Yorker, il n'y avait pas de titre, c'était juste un visuel avec une tétière, et là il y avait le top du top des illustrateurs de l'époque. Vous avez même fait réaliser une illustration, vous rendez hommage à votre grand-père. Je rends hommage et on essaye de mettre un pied dans les chaussures des autres, des artistes qu'on adore. Mais ça a contribué d'ailleurs, cette image que vous avez faite sur, rappelez-moi son nom, Antonio Petruccelli, à vous faire connaître aux États-Unis aussi. Oui, vous avez été remarqué là-bas. Peut-être, oui, alors oui, parce que là c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'ai pas pu le faire, mais quand le magazine Fortune m'a contacté, il m'a dit on a vu que tu aimais Petruccelli, etc. On a envie de te confier la couverture du numéro spécial 500, les 500 plus grosses fortunes. Et puis ils m'ont parlé tout de suite de NFT, alors j'ai raccroché. NFT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la nouvelle crypto-monnaie, la nouvelle manière ce sont les œuvres artistiques sur Internet, numérique. Voilà, mais donc c'était vraiment très très beau pour moi parce que je me dis la boucle est bouclée, il faut absolument que je le fasse. Mais il m'a dit mais tu sais, on a les illustrations ici, ça sera chouette. Si un jour tu peux venir, on te les montrerait, etc. Mais ça s'est jamais fait. Voilà, pour ces raisons-là, je me suis dit les NFT, et puis les Américains, on ne sait jamais vraiment comment ils vont vous squeezer, il faut faire attention. Vous signez un papier que vous ne comprenez pas bien, et puis vous retrouvez vos boulots un peu partout, donc il faut faire gaffe. Pas pire que les Chinois, mais je veux dire les Chinois, par contre. Mais non, ce que j'adore, c'est vraiment, parce que j'essaie de placer son nom, Petruccelli, quand je peux, parce que c'est vraiment quelqu'un que tout le monde a oublié. Et j'aime l'idée que les gens se disent waouh, ce Petruccelli, ça doit être quelqu'un, parce que c'était quelqu'un. Et donc j'aime bien citer Chaland dans mes influences, parce que la partie rétro-future de mon travail, quand on regarde bien, on y voit du Chaland. Mais Chaland qui lui allait voir les pulps, les Modern Mechanics, tous ces magazines qui... La modernité aussi de l'exposition universelle de Bruxelles, et tout ça est déjà daté. D'ailleurs, votre science-fiction, il n'y a rien qui se démode plus vite que la science-fiction, évidemment, sauf quand elle est démodée au moment où on l'a fait. Voilà. Donc Chaland faisait ça, ses robots étaient déjà hors jeu, les vôtres aussi. Oui, les miens aussi. Oui. D'ailleurs, un jour, j'ai dessiné un train, je me dis, qu'est-ce qu'il est beau ce train que j'avais trouvé dans un magazine des années 50, et en fait, je l'ai revu là, et Chaland l'avait dessiné avant moi. Bon, vous avez peut-être noté que l'image est fixe depuis qu'on a commencé à parler avec Laurent Durieux depuis un petit moment. Nous vous l'avons laissé. Est-ce que vous avez compris cette affiche? Est-ce que vous avez compris tout de suite? Ou est-ce que vous êtes encore en train de chercher en quoi cette affiche est celle des Dents de la Mer, puisque Jaws est le titre américain des Dents de la Mer. Vous avez trouvé? Ah, c'est là que c'est subtil. L'aileron du requin, où est-il? Eh ben voilà. Tout, ou presque tout, Laurent Durieux est là. Vous vous faites piéger, vous ne comprenez pas pourquoi il y a malaise alors qu'on est au soleil sur une plage de Floride, que tout va bien, que le consumérisme joue à plein, que c'est la fête, c'est l'été. C'est le 4 juillet. C'est le 4 juillet, c'est-à-dire la fête nationale des États américaines. Et votre élan de requin, c'est l'un des pans du parasol. On ne peut pas le cacher moins bien ou mieux, puisqu'il est exactement au centre de l'image et que c'est la seule tache noire, alors que tout le reste est lumineux.
Et en fait, c'est ça que vous cherchez en permanence. C'est ça la connivence. C'est ça jouer avec l'œil du spectateur. C'est de ne pas lui donner les clés tout de suite. C'est de jouer avec ça. En réalité, je trouvais... alors moi, je dois vous dire que je n'aime pas cette affiche. Je n'aime pas cette affiche graphiquement, parce qu'en réalité, je déteste dessiner les ciels bleus. Enfin, les ciels bleus m'ennuient, ouais. Les plages m'ennuient, les parasols m'ennuient, enfin tout ce qui est là m'ennuie. Mais j'avais dit à Mondo, j'ai dit ok, je le fais. Mondo étant la société, l'éditeur à Austin, d'affiches alternatives, et j'ai dit ok, je l'accepte parce que l'idée est correcte. Et eux ont tout de suite vu, ils ont dit mais c'est génial, on attend une affiche comme ça depuis des années, on n'arrive pas à voir. Parce qu'il faut savoir que, pourquoi je décide ça? Parce que je n'ai pas le droit de dessiner les acteurs. Donc ça me contraint à essayer de trouver une idée très forte. En fait, j'avais le droit de dessiner Robert Shaw. Mais qu'est-ce qu'on va faire une affiche pour Joe, avec juste Robert Shaw, ça n'a pas de sens. Donc ça me contraint, donc toutes ces contraintes m'obligent à trouver une idée qui est intéressante. Et donc, quand on va dans l'eau, là où il y a des requins, quand on va dans l'eau et qu'on ne fait pas attention, ben, on peut avoir un accident, on peut se faire bouffer. Et ben, quand on passe devant mon affiche et qu'on ne fait pas attention, on passe à côté de l'idée. Je mets bien le parallèle, de dire, va pas trop vite pour regarder les choses. Ne va pas trop vite dans l'eau comme ça, prends le temps de regarder. Et je pense que c'est ce que j'essaye dans mon travail, de donner, c'est de se dire, prenons le temps, ne regardons pas les choses en disant, j'ai tout compris. Voilà. 2 ouvrages de Laurent Durieux sont ici à la vente et à la dédicace, et on passe un moment pour faire cette dédicace. Dans l'art de l'affiche, vous êtes d'ailleurs représenté de dos, vous aussi. Ouais, comme vous n'avez pas le droit à l'image pour moi. De dos, avec Hitchcock qui lui nous regarde dans les yeux. Et nous sommes évidemment dans une des images les plus iconiques comment en français, Fenêtre sur cour, merci. Parce que tous les noms sont en anglais sur vos affiches. Ah oui, 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 je suis désolé. Oh voilà, merci d'avoir lancé, Simone. Et celle-ci, par exemple, vous voyez Laurent Durieux évoquait le fait qu'il n'aimait pas les ciels bleus. Vous voyez évidemment que sa palette est tout de suite plus sombre, pas plus subtile, parce que j'aime beaucoup la subtilité gaie, sympa d'un David Merveille, mais beaucoup plus inquiétante. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là peut-être qu'on peut dire que vous n'êtes pas seul au boulot sur les couleurs, parce qu'il peut y avoir des couleurs alternatives à vos propres couleurs. Bon alors, si, contrairement à moi, vous savez faire du snowboard ou de la planche à roulettes, vous savez qu'il y a du regular et du goofy. Hein, je vois qu'il y en a un qui sait. Eh bien, en affiche, il y a le regular, c'est ce que vous faites, et après, il y a le variant. Ce sont des couleurs, une autre proposition de couleurs sur le même thème. Et sur la même affiche. Parce qu'on peut se permettre ça, parce que toutes mes affiches sont imprimées en sérigraphie. Donc, il faut juste changer la couleur au moment où on passe la racle. C'est ça l'avantage, c'est de la sérigraphie. Et si on devait l'imprimer autrement, ce serait, bon, aujourd'hui Puren est très compliqué, hein, mais je veux dire, c'est l'avantage de la sérigraphie, c'est ça. Et c'est là qu'on va quand même prononcer le nom d'un autre grand coloriste, Jacques Durieux, qui est votre frère. Il y en a même un troisième, votre frère jumeau, absolument. Il y en a même un troisième, Thomas. Vous êtes tous les 4 avec David Merveille dans le même atelier, c'est ça? Exactement. Et donc, il y a un jeu comme ça de passer les uns derrière les autres pour... Oui, c'est l'avantage de l'atelier, hein, c'est de ne pas de nouveau avoir la science infuse, c'est-à-dire qu'on peut se tromper et on a besoin d'un avis, on a besoin d'un regard. Je trouve que c'est l'avantage. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à faire des choses parfaites sans le regard de l'autre. Moi, je trouve que c'est très sain d'aller voir l'autre et de dire « est-ce que c'est pas un peu nul ce que je suis en train de faire ?» Ou au contrario, dire « regarde, je suis un génie ». Et puis après, on est calmé, sinon je pense qu'il y a moyen encore de travailler. Ça, c'est vraiment un moteur pour moi. Voilà. Et à l'inverse, David Merveille, il est bienveillant avec vous ou bien il est très bienveillant. Non, mais franchement, depuis 7 ans qu'on travaille dans le même atelier, avant, je n'avais jamais travaillé en atelier. Et là, Laurent m'a invité, il dit oh, on va déménager, viens avec nous et tout ça. Ça a changé ma façon de travailler. La bande dessinée à mort, toutes les pages ont été validées par Laurent. Et donc chaque fois que j'avais fini une page, je disais, Laurent, viens voir tout ça.
ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi tu fais pas ça? Et bien, moi, il disait un truc, évidemment, il avait raison, ce con. Non, parce qu'il a un œil, il a un regard, au sens de la lumière, des couleurs. Donc, chaque fois, et sur tout l'album, il y a peut-être 3 pages qui étaient bonnes, quoi. Chaque fois, il repassait derrière. Et donc, il m'aide énormément. Plus que je ne l'aide. Non, mais on fait ce qu'on peut. Mais... Non, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pas spécialement extraordinaire. C'est normal. C'est normal. Quand on est sur une planche, on ne voit pas toujours. J'ai eu la même chose avec Françoise Caïten, qui a du métier, etc. Il me montrait des choses. J'ai dit, là, il y a un truc. Parce que c'est pas que j'ai un œil, mais c'est parce que je suis en dehors. Et donc, du coup, j'arrive à avoir le recul. C'est tout. Et lui, il a la même chose par rapport à mon travail. Quand je suis vraiment dedans, il me dit, tiens, peut-être que. Voilà. Alors, bon, comme c'est très très long mon travail, le premier commentaire, je le mets sur le côté en pause. Et j'attends un deuxième commentaire. Et quand il y a 2 commentaires qui vont dans la même direction, il n'y a même plus de discussion, on change. Passons peut-être à une approche, celle du livre jeunesse, avec Jean-Marc Fès. Vous avez vu, il est sage, hein, il n'a rien dit, il écoute avec un grand intérêt le travail de ces jeunes gens. Donc, monsieur, vous étiez d'abord photographe. Oui. Pour faire quoi de vos photographies? En fait, je faisais des livres pour enfants en photographie. On a pu voir le livre de Fès. J'ai commencé avec ce média en photographie. Donc ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai fait. Quand Thierry Magnier m'a proposé de le faire, il m'a dit, ça te dirait de faire un livre sur les fesses? Et je dis, bah écoute, je m'appelle Jean-Marc Fies, donc c'est le moment jamais de faire un livre en hommage à mon nom de famille. D'autant plus qu'enfant, on devait jouer. Ah bah enfant, tout le monde m'appelait Fesses, évidemment. Donc je me suis dit, c'était le plus bel hommage que je puisse rendre à mon nom de famille. Je suis très fier de ces voix-là. Qui est le seul livre en photo que j'ai fait qui est encore édité. Tous les autres sont épuisés. Oui, on a eu beaucoup de mal à vous présenter des choses. Il a fallu que ce jeune homme apporte lui-même de Paris les ouvrages à mettre en vente parce qu'on ne les trouve plus. Mais effectivement, il y a les fesses de tout le monde. Hein. Ce sont vos photos. Oui, ce sont mes photos. Donc l'hippopotame, c'est... je parle de l'hippopotame, mais volontairement parce que c'est ce qui aussi, à un moment, m'a fait arrêter de faire des livres. Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait arrêter de faire des livres en photo. C'est que, voilà, l'hippopotame, donc j'avais appelé les autres Vincennes, j'étais en relation avec je ne sais plus qui avait cette personne qui me disait oui, pas de souci, vous pouvez faire une photo de l'hippopotame, parce que donc l'auteur Thierry me dit, je voudrais écrire l'hippopotame bien plus gros que celui des hommes. Donc j'appelle les autres Vincennes, ils me disent oui, venez, absolument. Je dis quand? Il me dit, bah, je vous rappelle. Et ça dure comme ça pendant 2 mois, 3 mois. C'est pas possible. Et un samedi matin, je me pointe, je vais voir le soigneur, et je dis, madame, je ne sais plus comment, m'a dit que je pouvais aller dans l'enclos de l'hippopotame photographier ses fesses. Venez. Donc il m'a emmené, il m'a dit, bon, je vous laisse là, alors, si jamais il lève la queue, partez en courant, parce que l'hippopotame a la particularité de faire caca et de projeter tout comme ça. Je dis, ok, merci pour le conseil. Donc, voilà. Donc j'ai pris, et puis finalement la photographie est un média un petit peu compliqué pour les parents. Ils ont un peu du mal avec la photographie pour les enfants. Ils ont du mal à acheter des livres de photographie. Il y a une légende, pas une légende, je ne sais pas si c'est la vérité, mais il semblerait qu'il y a quelque temps, Françoise Dolto avait dit que la photographie était un média qui ne développait pas l'imaginaire chez les enfants. Donc comme Dolto, il parle des origines en France. C'est resté même des décennies plus tard. Enfin bon, de manière générale, c'est vrai que la photographie est un média qui est compliqué pour les parents, ils ont un peu du mal à acheter des livres de photos. Donc celui-là a plutôt c'est plutôt bien vendu, puisque le sujet est assez cocasse, et puis que c'est vrai que... Il date du début des années 2000 2001, oui. 2001. Et moi j'aimais bien faire des livres de photos, même si ce n'est pas le cas de tous mes livres, mais j'aime bien lorsque c'est une évidence. J'aime bien lorsque la photographie est le média évident, dans le sens où on peut faire des livres de photos avec plein de photos. Là, si on l'avait fait en dessin, ce livre-là, ça n'aurait pas été la même chose. Et la lecture avec les enfants qui ne savent pas encore lire est assez drôle sur ce livre-là, parce que quand on leur lit le texte, ils disent, mais il parle de fesses en fait depuis tout à l'heure. Ils disent, mais ils se moquent de moi. Et puis en même temps, ils voient les photos, ils voient que ce sont effectivement que des photos de fesses, et c'est assez drôle. Et je pense que ce média-là était le média parfait pour faire cette histoire. Parce que, voilà, la photographie, c'est une représentation de la réalité, donc les enfants sont obligés d'être confrontés à la réalité. Et en même temps, sur un sujet qui est un peu tabou, dont on ne parle pas, puisque
Donc c'était assez drôle. Voilà. Et j'aurais voulu faire des photos que comme ça. Malheureusement, je ne peux pas dire ça dans tous mes livres. J'ai essayé toujours, quand je faisais des livres en photographie pour la jeunesse, de faire en sorte qu'on ne puisse pas s'imaginer que ce livre-là puisse exister en dessin. Il aurait pu, mais en tout cas qu'il y avait comme une évidence que ce soit de la photo. On avance dans les fesses. Et bon, vous avez passé l'âge de découvrir petit à petit. Je vous divulgage. J'ai le droit de vous gâcher, de vous dire comment ça se termine. Tout le monde a des fesses, même les princesses. Et puis il y a écrit en dessous, enfin à côté, en tout petit, et les mamies ont-elles des fesses? Et que les enfants répondent tous oui. Vous avez fait d'autres livres pour enfants avec la photo? Oui, j'en ai fait 5, 6. J'ai fait en fait, à des moments de ma vie, quand j'étais en grande période de stress, il y avait une chose qui me calmait particulièrement, c'était d'aller au zoo et de photographier les animaux. Parce que les animaux, ce sont comme les enfants. En fait, il y a des jours, ils sont disponibles pour vous. Ils se laissent photographier, c'est hallucinant. Et puis il y a des jours, ils ne sont pas là. Et en fait, ils n'en ont rien à faire. Que vous soyez là, que vous voulez faire des photos d'eux, ils ne sont pas du tout conscients qu'on les photographie et qu'ils veulent finir dans un livre. Et donc, ça me permettait d'aller me poser. J'ai passé des heures à attendre que le Uno, parce que j'ai fait un abécédaire de photos d'animaux en noir et blanc. Donc le Uno, qui est présenté là, qui s'appelle un alphabet. Le Uno, c'est un paresseux. Et ça m'arrangeait pour lui. Et je passais des heures à l'attendre, assis sur le banc, à voir juste ses fesses. C'était pas le bon projet, mais ses fesses d'en bas. Et, en fait, ça m'apaisait énormément. Et du coup, après, je pouvais retourner dans mon stress. Mais j'avais, puis avec un jour, un ami me dit, mais en fait, tes photos d'animaux, elles sont géniales. Et il faudrait que tu en fasses un livre. Je dis, oh, ça intéresse personne. Il me dit, mais si, fais-en un livre pour enfants. Donc là, j'ai commencé à chercher les lettres qui me manquaient, donc évidemment les plus compliquées, hein. Le Q, le W, enfin toutes ces lettres-là, où il n'y a pas beaucoup d'animaux qui existent. Et je l'ai présenté à un éditeur qui est parti en flèche en me disant c'est génial, qui me rappelle une semaine après, ce qui est absolument improbable en jeunesse. Et puis je vais la voir, et puis elle me dit, alors voilà, je te dis, je l'ai lu à la rédaction, enfin à la maison d'édition, et je vais te dire les petites remarques qu'on a faites. Et en fait, elle a commenté toutes mes photos préférées. Ce qui était terrible. Hein. Et puis je disais, mais comment ça? Elle me dit, bon là par exemple, voilà, le phoque, ça commence par un P, donc c'est pas possible. Je dis, oui, mais c'est ça qui est drôle dans la langue française, quoi, c'est qu'on peut avoir des P qui se prononcent F, quoi. Et je dis, c'est aussi pour amuser les enfants. Elle me dit, ton crocodile, c'est un crocodile bébé, c'est un crocodile qui a été retrouvé dans une baignoire dans un hôtel à Paris. Ils étaient très embêtés parce que c'est un crocodile du Nil qui fait 5 mètres de long. L'âge adulte ne savait pas où le mettre, il cherchait un zoo absolument. Mais là, il est tout petit, on le voit sous l'eau, il y a juste ses yeux qui sont au-dessus de la barre de l'eau. Elle me dit, il ne fait pas méchant. Pour les enfants, il faut que le crocodile soit méchant. Et commence à tourner les pages, et puis sur mes photos qui étaient un peu mes photos que je trouvais peut-être un peu plus illustratives, même si elles ne l'étaient pas, mais toutes mes photos préférées, elles me disaient ça va pas, ça va pas. J'ai un ours qui fait la planche dans l'eau, vu du dessus, il est à ce pôle, il fait la planche, il me dit c'est pas possible, on ne le reconnaît pas, c'est une masse blanche. Je dis, si, on le reconnaît bien, puis les enfants ils le voient. Enfin, je l'ai montré à des enfants, ils le voient que c'est un ours. Donc je suis rentré chez moi, mais totalement abattu, alors que tout le monde était prêt à ouvrir le champagne. En une semaine, tu auras un livre. Donc hyper abattu, donc j'ai commencé à regarder dans mes photos, et à voir mes photos de perroquets. Je dis, ça m'intéresse pas beaucoup. Pour le P, hein. Pour le P, bien sûr, pour changer ce fameux phoque qui commence par un P, malgré tout. Et puis on me dit, mais non, mais fais pas ça. J'ai un bon ami qui m'a envoyé chez Thierry Magnier. L'éditeur de mes photos. Ça, c'est l'analphabète, celui-là. Et Thierry, lui, par contre, il a suivi direct tout de suite. Il a dit, non, ça, on fait ça comme ça. Il me dit, bon, par contre, moi, j'ai 3 abécédaires cette année, donc ça risque de faire trop. Donc, tu ne veux pas qu'on fasse un livre de fesses. Et on en revient au livre de fesses. Ah, d'accord. Donc, nous avons fait le livre de fesses ensemble. C'était très drôle. On l'a fait en 3 mois. On se faisait des réunions, je crois, toutes les 2-3 semaines. Je repartais avec des listes de 60 photos de fesses à faire. Et
puis le jour, il m'a dit, tu veux pas photographier un cul de jatte? J'ai dit non. Mais s'il y en a un, au centre commercial de la place d'Italie, je dis non. Je veux toujours pas photographier un cul de jatte. Je dis, si tu veux vraiment qu'il y ait un cul de jatte dans le livre, tu vas lui demander. Voilà. Et donc en 3 mois, j'ai devenu un peu obsessionnel des fesses. Au point où vous regardiez les fesses partout? C'était horrible. Mais il faut que tu arrêtes ce livre, c'est horrible. Tu regardes les fesses de tout le monde dans la rue. Tu vois des fesses partout dans la rue, c'est atroce, il faut que tu arrêtes. Vraiment, il faut que ce film soit fini, ce livre soit fini, parce que c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai fini. J'ai désespérément essayé de trouver un nuage en forme de fesses que je n'ai jamais trouvé. La saison n'était pas propice. Voilà. Livre pour enfants, David Merveille. Et vous, pourquoi faites-vous du livre jeunesse, du livre pour enfants? Mais en fait, moi, je voulais faire des histoires en illustration, tout simplement. Or, faire un livre d'illustration pour adultes, je sais pas si ça existe, il faut le dire, mais je ne vois pas. Ou bien faire du dessin d'humour, des choses comme ça. Mais donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de développer un univers, de raconter des histoires. De raconter des histoires, de faire des ambiances différentes et tout ça. Et donc, le livre jeunesse, j'ai fait très tôt, j'étais encore à la camp comme étudiant. Quand j'ai fait mon premier livre avec Zidrou, on a fait ensemble notre premier livre. C'était son premier livre également. Son premier livre était mon premier livre. On est frères de sang, de livres, je ne sais pas quoi. Zidrou, dont on peut peut-être rappeler en passant qu'il était institut avant qu'il était professeur des écoles, comme on dit maintenant. Voilà. Tout à fait. Il devait être un peu spécial à mon avis. Avant de basculer dans le monde de l'édition, puis d'être connu pour ses travaux pour enfants, alors qu'il avait tout un pan de travaux particulièrement adultes et très riches, mais avec lui vous avez attaqué donc. C'est ça, donc moi ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble et qu'on fait régulièrement des livres jeunesse, entre autres Rouergue. Mais on avait toujours, enfin moi j'avais toujours cette envie de faire une bande dessinée parce que je suis venu au dessin par la bande dessinée, parce que je suis un grand lecteur de bande dessinée comme Laurent. Encore maintenant, on achète tout ce qui sort, on s'intéresse à tout. Et donc, moi, c'était un rêve de gosse. Donc, moi, je me suis dit, j'ai 50 ans, j'ai toujours pas fait mon rêve de gosse, donc on va y aller. Et donc, avec Zidrou, les projets antérieurs ont capoté pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et puis, bon, ici, voilà, la petite magie a fonctionné. Ce très délicieux, très délicat livre qui s'appelle Amor. D'ailleurs, on retrouve cette bienveillance qui parfois peut être un gros mot, mais qui chez vous est quelque chose de naturel, j'ai l'impression. Oui, mais l'avantage de travailler avec un ami comme Benoît, c'est qu'il vous connaît très bien. Et donc, il a fait des histoires qui me ressemblent tellement. Il faut savoir que ma mère est italienne, enfin, j'ai même la double nationalité. Donc, il sait tout ça, il me connaît comme un frère, quoi. Donc, quand il vient avec des histoires, même jeunesse et tout ça, elles sont faites pour moi, il les écrit pour moi, quoi. Et puis, on peut avoir aussi ce rapport... il m'arrive rarement de critiquer ses histoires, et lui, c'est rare qu'il critique mes dessins. Mais en même temps, il y a une émulation. Donc, par exemple, il avait écrit toutes les histoires, et je lui ai dit, Benoît, tu sais ce qui me manquerait? C'est une histoire avec ça, je vous dis pas. Mais ça. Et donc, je lui ai insufflé le début de l'histoire, il m'a dit, bah oui, comment je peux penser? Hop, et il a fait, on a rajouté une histoire courte à l'album et tout ça. Donc ça, c'est l'avantage de travailler avec un ami, c'est qu'on peut tout se dire. Et voilà. Zidrou, c'est un pseudo. Vous venez d'appeler Benoît, c'est son prénom. Drouzy, je crois. Benoît Drouzy de son vrai nom. J'ai pas encore osé en 3 jours vous demander si David Merveille c'était votre vrai nom. À votre avis. Parfois il y a des choses tellement étonnantes dans la vie. Je trouve que ça aurait été un peu prétentieux de prendre un pseudonyme comme Merveille. Oui, alors je vais prendre fantastique, génial, Merveille. Donc oui, c'est mon temps. Très bien. Durieux, c'est plus compliqué, malgré les apparences. Parce que vous avez peut-être noté dans le catalogue que Christian Durieux devait venir ici. Christian Durieux, qui est belge également, mais qui est installé du côté de Bordeaux. J'ai appris d'ailleurs, à l'occasion de ces rencontres, que dans le couloir d'entrée de Christian Durieux, il y a 3 affiches de Lionel Durieux, m'a-t-on dit, pour quelqu'un qui connaît Christian Durieux.
Mais Christian Durieux aussi avec ça. Christian Durieux, c'est aussi le prénom du père de Lionel Durieux. Donc je commençais déjà à perdre. Lionel, Laurent, C'est qui Lionel? Non. Et Jack, et Thomas, comme en plus Jack a fait les couleurs de Fièvre d'Urbicante. la fièvre d'Urbicante de Scoyton et Peters revécu. Alors je disais, mais il s'appelle Jack ou il s'appelle. Non, je sais, c'est le bordel. J'aurais jamais dû le mettre sur ce coup-là. J'aurais dû les faire moi, mais bon, j'avais pas le temps. Et en plus, Jack a fait la maquette du Spirou de Christian. Donc en fait, c'est le bordel quoi. Donc j'ai téléphoné à Christian qui m'a dit que tu veux pas prendre un pseudonyme, ça devient trop compliqué, mais c'était trop tard. Bon, oui, moi, je me suis tout mélangé. Allez, on revient à Jean-Marc Fiet, qui lui est donc photographe, mais aussi ingénieur papier. Comment c'est devenu cette affaire? Alors, donc, d'où l'histoire de l'hippopotame. En fait, au bout d'un moment, je trouvais que faire les photos, surtout quand il y avait des demandes un peu particulières de l'auteur, ça devenait un peu pénible. Autant il y a eu beaucoup de plaisir à chercher partout des fesses, notamment des fesses d'arbre, trouver la fesse d'arbre parfaite et tout ça. Autant il y a des fois où faire une photo, ça devenait vraiment un enjeu, un moment un peu compliqué. Et puis j'avais assez envie de me poser chez moi, de travailler chez moi. Donc, moi j'ai toujours adoré le pop-up et j'ai découvert le pop-up il y a longtemps avec un auteur allemand qui s'appelle Lothar Meggendorfer, qui a eu la particularité au moment où les pop-up à tirettes faisaient une animation. Lui a commencé à inventer des systèmes une tirette qui tire une tirette qui tire une tirette. Et dans ces animations, il y a 3 éléments qui bougent dans son illustration. Et j'ai toujours été fasciné par ça. J'adorais, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire du pop-up. J'ai essayé de faire un pop-up avec des photos, à tirette, en disant, voilà, j'aimerais faire ça. Je vais voir une éditrice qui me regarde et qui me dit, oui, c'est intéressant, mais tu sais où on en est dans le pop-up aujourd'hui? Alors, je ne m'étais pas trop renseigné. Elle me sort, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais un auteur qui s'appelle Robert Sabouda, qui est un américain, qui est un peu considéré comme le pape du pop-up et qui fait des livres où ça s'ouvre et ça part de partout. Tu as un petit projet avec les tirettes et elle me sort ça, je fais, bon là, bon. Moi, je me dis, bon, c'est pas pour moi, ça c'est trop compliqué. Je vais abandonner. Et il se trouve que la femme qui a maquetté mes premiers livres, qui s'appelle Marion Bataille, qui a sorti peu de temps après son ABC 3D, qui est une pure merveille, qui, je pense, a vraiment contribué à un nouvel essor du pop-up, notamment en France. Parce que son livre a été édité dans 13 pays, c'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. C'est un livre qui est plus que brillant, c'est une intelligence. On en a parlé hier soir. Voilà, tout est simple et brillant, c'est brillant. Je ne trouve pas d'autres mots. Et le succès de ce livre, je pense, a un peu permis de faire. Les gens se sont dit, ah si, le pop-up finalement, ça peut être rentable, les éditeurs, parce que c'est leur but. Et il y a donc un ingénieur papier américain qui s'appelle David Carter, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui lui fait des pop-up beaucoup plus simples que Sabouda, mais qui sont vraiment entre Mondrian et Calder. C'est des couleurs premières. C'est très beau, et lui, il a édité un livre expliquant tous les principes de base. Voilà, je me suis procuré les États-Unis à l'époque, il a été traduit en français après. Et puis donc j'ai pris son livre, et j'avais un projet, et j'ai appliqué sur mon projet chaque pliage, en regardant comment il faisait, et j'ai appris comme ça. Et c'était quel livre? C'était un premier livre qui n'a pas été édité. C'était un livre sur les jeux de mots de la langue française. J'avais fait une double page sur les ambigrammes, les anagrammes, les contrepétries et tout ça pour les enfants. La contrepétrie, c'était dommage pour les enfants, mais bon, c'est tous les autres. Et quand je l'ai présenté à Albin Michel, ils étaient très pour le faire, mais l'économie du pop-up, c'est de trouver des éditeurs étrangers. D'où, par exemple, voilà, cet ABC en 5 langues, puisqu'à chaque fois, vous avez quelle langue? Anglais, alors je vous le dis dans le sens des langues européennes, malheureusement c'est pas du tout comme ça, c'est anglais, français, allemand, espagnol, italien. Ok. Et donc là, pendant que Albin Michel essaie de trouver, soit via le CNL, quelqu'un qui puisse aider à éditer ce livre sur les jeux de mots de langue française, moi en parallèle, vu que Albin Michel m'avait dit oui, je me dis bon, et ça c'est un projet que je voulais faire en photo à la base, et puis
finalement, je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo d'essayer de le faire en pop-up. Ah, ça, j'ai pas retiré, je n'ai pas retiré. J'avais retiré, je croyais, avec tous les papiers. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc j'ai commencé déjà par aller à la médiathèque. Quelques temps avec 5 dictionnaires devant moi, comme ça, pour trouver les mots. Des mots qui soient drôles pour les enfants, enfin en tout cas qui soient plus pour les enfants. J'aurais pu faire un abécédaire en 5 langues en médecine, ça j'avais tout, c'était magnifique, mais ça aurait ennuyé tout le monde. Donc je pense que la médiathèque, ils m'ont quand même un peu regardé des heures et des heures, que les dictionnaires tournaient les pages, c'était assez drôle. Et puis donc je leur ai proposé 3 doubles pages, ils sont tout de suite partis pour, ils ont été... En fait, il y a Francfort pour le Salon du Livre, et puis il y a Bologne qui est le Salon du Livre spécial pour la jeunesse. Ils sont partis à Bologne avec. Les éditeurs étrangers ont dit... comme opticien. Oui. Alors après, il y a des lettres qui sont plus riches que d'autres. Il y a des lettres qui sont... par exemple, là, il y a le pan, que j'adore, parce que le pan, ça se dit peacock en anglais, et phare en allemand, et je trouve que c'était assez drôle que ça commence dans 5 langues par un P, mais que ce soit tellement diamétralement opposé, il n'y a aucune source pareille. Et puis voilà, ce livre-là s'est fait en 2 ans et demi, parce qu'à chaque fois, il repartait avec 3 doubles pages en plus, il allait à Francfort, avec des personnages à l'intérieur. Voilà. Et puis après, ils sont repartis à Bologne avec 3 pages de plus, pour un acteur. Donc, puis après, donc ça s'est fait. Et ça a commencé comme ça, voilà, avec celui-là. Avec celui-là. Avec celui-là. Je crois que vous avez amené, ça serait trop bête, le temps passe, mais ça serait trop bête qu'on ne voit pas. Vous avez amené à la fois le Work in Progress. Et voilà. Ça, c'est le deuxième. C'est mon grand succès. Il a été édité en... 9 mois. Le titre, c'est 9 mois. Il a été édité en 6 langues. C'est un don japonais. Alors, vous avez, juste avant d'ouvrir, oui. Vous disiez il faut absolument que ce soit édité en plusieurs langues, oui. Parce que ce qui coûte cher, c'est le point de colle. C'est le point de colle. Voilà. Expliquez, je vois des regards étonnés. Vous voulez un cours technique? En fait, oui, belge, pardon. Pas chez En fait, voilà, moi je respecte des cotes. Ce sont des cotes avec lesquelles c'est imprimé et découpé en machine. En fait. Donc tout ça est fait en machine. Mais à chaque fois que c'est imprimé et découpé en machine, après il y a différents éléments. Et c'est ces éléments-là qu'il faut en fait assembler ensemble. Ça, il n'y a aucune machine qui peut le faire. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux point de colle. Alors, je vais pas vous ça veut dire une intervention humaine pour voilà. chaque élément à coller. Donc, par exemple, là-dessus, il y a cette vague-là qui est collée à cette petite languette-là pour qu'elle le lève. Cette languette-là est collée à cette structure-là qui est un rectangle, qui lui-même est collé à ces 2 endroits ici, qui est collé pour le fermer. Donc, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il y en a un 7e là, un 8e là, 9e, 10e, 11e là. Moi, je ne savais pas tout ça, parce que je l'ai appris avec la VC5 langues. Je venais avec les doubles pages, il y avait 50 points de colle. Et l'éditeur me disait, non, c'est pas possible, 50 points de colle. Tu multiplies ça par 13, ça va nous coûter une fortune. J'ai aussi appris à réduire, à apprendre à réduire, en tout cas, pour que ce soit plus viable. Et voilà, en fait, donc oui, j'en étais là. C'est ça le point de colle qui coûte très cher, en fait. Mais comme le pop-up était plutôt en pleine forme, que les Chinois, parce que c'est fabriqué en Chine, se font payer en dollars, et que le dollar était un peu faible à l'époque, dans les années 2015, voilà, on a réussi à faire un livre comme ça qui revient à la fin à 23,50 €. Ce qui n'est pas donné pour un livre pour enfants, parce que en fait, c'est une barrière psychologique pour les parents qui est de 20 €, mais malgré tout, 3,50 €. Donc cela est épuisé. Il n'y en a plus du tout, même ici? Non, il n'y en a plus du tout nulle part, je crois. En français, non, il y en a. En français, il n'y en a plus, et dans les pays étrangers, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont forts, mais moi... Il en reste en Espagne, nous dit-on, au premier rang. Ah, levez la main pour l'achat, pour les enchères. Merci. Bon, voilà, ben, c'est bien parce que moi j'essaie de comprendre mes relevés de compte de Châtelain Michel qui, je pense, font exprès de faire des relevés de compte assez obscurs pour qu'aucun auteur ne les comprenne, d'autant plus que les auteurs ne sont pas du tout passionnés par le relevé de compte, donc ils en profitent un peu, donc je lis les trucs, je dis je comprends pas, voilà, donc je sais pas s'il en reste pas. Et donc ce livre-là, moi j'ai vraiment voulu changer. Vous avez vu comment ça se termine, que c'est mignon, oui. Au bout de 9 mois, parce qu'il y a une thématique à aller quand même. Mois, donc en fait, moi,
les livres pour enfants sont à destination, les livres pop-up sont à destination pour les enfants, toujours. Il en existe pour les adultes, mais c'est un marché beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit. Et nous avons un différent là-dessus, ou en tout cas une différence d'appréciation, d'interprétation. Comme je connais assez bien l'univers des bibliothèques jeunesse, je sais que les bibliothèques jeunesse appréhendent l'achat des pop-up parce qu'en 3 emprunts, le pop-up est détruit. Donc celles qui achètent des pop-up les gardent pour animer avec les petits, les tout petits, en animation dans les séances du samedi matin. Vous dites donc c'est solide. Moi c'est solide, bien sûr. Et je l'ai depuis 10 ans celui-là. Et oui, donc comme c'est à destination de jeunesse, moi je voulais vraiment changer l'axe de lecture. Je voulais faire un livre sur les 9 mois qui précèdent la naissance et avec des sentiments très adultes. Et que ce soit les adultes qui partagent ça avec leurs enfants. Et je voulais vraiment que ce soit aux parents d'expliquer aux enfants. Donc ça c'est les nuages, parce que c'est vraiment des sentiments comme ça. Construire un nouveau monde, puisque l'enfant arrive et qu'il faut le changer. Ça s'appelle ne plus avoir peur du loup, parce que moi j'entendais mon premier enfant. Je me suis quand même rendu compte qu'il fallait que je sorte de l'adolescence de manière un peu rapide. Voilà. Se sentir perdu, parce qu'effectivement, si vous regardez, il n'y a que des départs. Des départs dans toutes les autoroutes. Voilà, et puis petit à petit, chercher ça c'est des trucs un peu drôles, parce que chercher le prénom. Moi je comprends les parents qui disent non, moi je ne dis pas le nom, parce que je ne sais pas si ça doit être un syndrome, mais à chaque fois que vous dites le nom de l'enfant. Ah, mais je connais, moi le seul que je connais c'est il est con. Mais qui c'est? Ok, donc, et puis en fait, les gens s'approprient le nom, et puis finalement celui qui est con est devenu complètement oublié, et le nom devient le nom. Celui-là c'est imaginé, parce qu'évidemment, j'espère vraiment qu'il ressemble à leur mère, puisque je trouve tellement belle. Et puis après, comme tout le monde, il y a des longs mois d'attente. On attend, et puis à la fin, ça finit par donc l'enfant qui arrive dans le berceau, il s'appelle ouvrir les yeux, et il y a un petit mobile au-dessus. Et alors, vous pourrez pas le rééditer? Moi j'aimerais beaucoup, mais les éditeurs, en fait, ils doivent faire leur boulot, on peut en parler avec Philippe, puisque nous en parlons souvent ensemble. Et pour le rééditer, il faudrait qu'il recontacte, Philippe Dupuis, nous en parlons souvent ensemble, en fait, il faudrait qu'il recontacte tous les éditeurs qui l'ont fait, savoir s'ils veulent le refaire, trouver d'autres éditeurs pour en faire un grand tirage, pour réduire les coûts. Ça fait 2 fois que vous citez Philippe Dupuis. Nous n'avons pas encore dit que dans l'exposition de Philippe Dupuis, quand vous retournerez, vous ne retournez pas tous en même temps maintenant, vous verrez le long de décimètres, le long du mur, vous verrez des pop-up. Parce que ces pop-up, Philippe Dupuis a demandé à Jean-Marc Fiès d'intégrer ces pop-up dans 2 de ses ouvrages. C'est cela, Philippe? Oui. Peindre et ne pas peindre. Voilà. Confirmation. Et nous nous sommes rencontrés là, et c'est des très belles rencontres. C'est génial parce que Jean-Marc s'est lâché, il a mis plein de points de colle en se disant j'en mets plein, je sais lesquels enlever quand on me demandait. Et Dupuis qui est absolument totalement incompétent. Dupuis, les éditions du PAL n'ont pas fait les Ils ont dit ok, ils ont rien demandé et les livres sont sortis, ils foutent une blinde. alors du coup, c'est un peu notre désespoir, juste parce que du coup, comme ça coûte très cher et que c'est fragile, ils ont eu un très mauvais réflexe d'éditeur et les ont mis pour les livreurs à consommateurs à l'achat de ferme. Il y a des libraires qui ne peuvent pas les retourner, donc aucun libraire les a pris. Et il n'y en a pas ici. Alors on a plein en stock. C'est la difficulté du pop-up, et nous on a des projets de pop-up à refaire, mais c'est un parcours du combattant aujourd'hui d'un éditeur pour aboutir en pop-up. Mais on va y arriver. Dans ne pas peindre, parce qu'en fait, peindre, on s'est rencontrés sur peindre avec Philippe, et puis on prend un café ensemble, on discute, on parle de Man Ray. Bon, moi, comme je suis photographe à la base, je connais bien Man Ray, je connais bien Marie, je ne connais pas très bien sa vie, mais je connais son travail. Et puis, il dit, bon voilà, 2 pop-up. Je comprends très bien que dans ses planches, il y a très souvent Man Ray qui rencontre Man Ray en jouant aux échecs. On convient de là-dessus, de faire une petite scène où Man Ray joue face à lui-même, avec un décor new-yorkais derrière. Et puis avec Philippe, je dis, bon, mais il faut ça, pourquoi? Il me dit 3 semaines. Et ben, ça nous amène à la question, et qui sera posée ensuite à vos 2 voisins. Combien de temps pour faire un pop-up entre l'idée et la réalisation?
Alors ça dépend. 9 mois, je suis désolé, mais c'est 9 mois. Okay. Vraiment. En fait, je l'ai fait en 6 mois, et puis j'ai été voir Albin Michel qui m'ont dit bon, il faut réduire les coûts. Et ensuite, ça m'a repris 3 mois pour chercher là où je pouvais réduire sans amputer le livre de choses. Donc c'est vraiment 9 mois. Celui-là, je l'ai fait beaucoup plus rapidement, parce que celui-là, je l'ai fait en résidence. Donc c'était celui-là. Excusez-moi, j'avais apporté ça parce que c'était pour montrer le processus de création. Celui-là s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce livre-là est né. La genèse de ce livre-là, c'est après les attentats contre Charlie Hebdo. Je pense que nous tous, j'ai 2015, non? Voilà. Après 2015. Et extrêmement choqué, bouleversé sur. Et moi, je ne les connaissais pas, les sénateurs de Charlie Hebdo, mais sur cette liberté qu'on était en train de nous voler, cette liberté d'expression. Il y a plein de fois où j'étais en désaccord avec eux, mais je trouve que c'est tellement important d'avoir ça. Et j'avais proposé à Albin Michel qui m'a dit. Mes livres sont pas non plus. Et puis je reçois un mail de Thierry Magnet qui me dit oui, il y a une résidence en Vendée, ils ne trouvent personne, et de ceux qu'ils ont, c'est pas bien. Je dis bon, moi je l'envoie. Et puis j'ai gagné la résidence. J'ai envoyé un dossier que j'ai écrit très vite fait parce que je devais partir travailler. J'ai écrit très vite. J'ai eu la personne au téléphone qui me dit est-ce que tu peux travailler un peu plus? J'ai travaillé un peu plus et puis je l'ai envoyé et je l'ai gagné. Donc j'ai eu une chance énorme parce que en fait, j'ai pu. Le principe des résidences en jeunesse, c'est qu'on a du temps pour faire un livre, pour réfléchir à un livre, et on a des ateliers avec des classes, voilà. Et donc j'ai pu vraiment confronter la technique. Donc c'est celle de 48, hein, c'est pas celle de 1789, c'est celle de 1948, donc qui a été signée par 57 pays, qui a été non signée par la Russie parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la liberté d'expression, par les Émirats parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre les hommes et les femmes, et par l'Afrique du Sud parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre l'égalité entre les blancs et les noirs. C'est pour vous dire, je ne sais pas si là, je pense qu'on a tous un peu régressé. Et donc j'ai pu confronter avec les enfants, parce qu'au début je voulais mettre tous les articles dedans, je trouvais tous les articles plus importants, j'ai pu confronter et voir. Il y a plein d'articles qui ne les concernent pas, notamment sur le droit au mariage, l'accès à la propriété, tout ça, c'est des articles qui s'en foutent. Donc j'ai vraiment pu cibler sur cette double page, et à la fin il y a tous les. Bon, je vous montre, et le fait d'être en résidence et de savoir que Albin Michel n'était pas très favorable à ce projet, ça m'a aussi permis pendant 2 mois de réfléchir à ce que le livre coûte le moins cher possible, donc il y ait le moins de point de colle possible, l'épurer au maximum, parce que pour moi le plus important c'était que le livre ne coûte pas cher. Je trouvais. On gagne, je ne vais pas vous faire le miséreux. Il coûte 15 €. Coûte 15 €. Pas le faire miséreux, mais c'est vrai que les droits sont assez ridicules en jeunesse. Enfin, je pense que c'est pas pareil. En jeunesse, c'est assez ridicule, donc moi je ne le faisais pas pour l'argent. Je voulais pas que les gens se disent oh, un livre sur la déclaration, c'est vachement bien. À 20 €, ah, c'est vachement bien qu'ils le reposent. Moi, l'idée, c'était vraiment que les gens le prennent pour le lire, pour l'expliquer aux enfants. Donc il y a les grandes thématiques que les enfants vraiment comprennent, c'est donc être libre et égaux. La deuxième, c'est être respecté et protégé. Il faut que j'achète des lunettes, absolument. Avoir une identité, circuler librement, penser et s'exprimer. Peut-être je fais pas assez haut. Choisir son travail et choisir sa loisir. C'est vrai que pour les enfants, c'est hyper important. Tiens, des pêcheurs. Oui, c'est un pêcheur, de l'autre côté, il y a un agriculteur. La double page est plus importante. J'ai eu la chance d'avoir une interview dans un journal coréen. Ils m'ont demandé s'il y avait une double page préférée. J'ai dit non, mais si pour moi il y en a une qui est plus importante, c'est celle-là, parce que je suis intimement convaincu que c'est l'éducation et la culture qui est dans ce monde. Voilà, je pense qu'on est ce monde est de moins en moins éduqué, de moins en moins cultivé. Ouais. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui sauverait ce monde. Quoi. Et puis voilà, que dans tous les pays du monde, la déclaration soit respectée. Et à la fin, il y a les 40 articles en version simplifiée de l'ONU, c'est le texte de l'ONU. Hein. Qu'est-ce que vous avez apporté là? C'était quoi? J'ai apporté ça, mais je monopolise la parole. Là. Non, ne l'avez pas, je veille. On a bientôt fini, mais c'est intéressant, vous n'aviez rien dit jusqu'à présent, ils se sont exprimés. Hein. Beaucoup là quand même. Voilà, alors c'était juste pour vous montrer en fait le petit procédé, donc ça c'est ce qu'on appelle un mock-up. Ça c'est une double page que j'ai enlevée finalement, parce que c'est une double page sur l'accès à la propriété et tout ça, je l'ai enlevé. Donc voilà, moi je travaille ça, donc en fait moi je vais voir l'éditeur avec ça, donc qu'on appelle le mock-up. Et par exemple cette double-là, où je pensais avoir respecté les cotes, mais ils m'ont dit non, c'est vraiment un peu trop petit, tes chaînes, vous regardez, ils les ont faites plus grosses pour que ce soit un peu plus costaud, l'ouverture et la fermeture. Mais c'est solide, hein, c'est solide.
Et avec ça, une fois que tout est validé, il l'envoie à l'imprimeur qui lui fait ce qu'on appelle une maquette en blanc. Voilà, qui est la même chose, mais en blanc pour voir si tout le système fonctionne, si c'est viable, s'il n'y a pas de... Et après, ils impriment avec les couleurs. C'était juste pour vous montrer un petit peu les 3 étapes de l'hypopop. Merci Jean-Marc sur cette leçon d'ingénieur papier. On évoquait de 3 mois à 9 mois pour fabriquer un pop-up. Une affiche comme celle que vous faites, qui sont si fouillées, si pleines de sens, combien de temps il vous faut, monsieur Laurent? De 3 jours à 3 mois. Bambi, l'affiche Bambi c'était 3 jours, parce qu'il y a de la neige. et 3 mois c'est la planète interdite. Voilà. C'est très compliqué le temps, parce que par moment je regarde mes affiches, je me dis mais comment j'ai pu mettre autant de temps pour ça? Mais parce qu'en fait on n'est pas des machines, parfois il y a des blocages, on se fait des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne marchent pas, ou des choses qu'on n'a pas dessinées, et alors le temps est élastique. Alors là, ça... Et puis, par moment, on se dit, bon, là, il faut faire une affiche, il faut que ça soit vite fait, et puis ça met une après-midi. C'est arrivé une fois, une après-midi, j'ai fait une affiche. Donc voilà, c'est quand même une grosse... Alors, vous faites des affiches de cinéma, vous faites par exemple également des affiches de festivals, de salons, vous avez fait les Utopiales de Nantes, qui vous ont commandé une affiche une année. La dernière, c'est pour Annecy. C'est pour Annecy, oui. C'est pour Annecy, et vous voyez l'affiche, les bateaux volent au-dessus du lac d'Annecy. C'est très beau. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que des cinéastes, puisque vous avez commencé finalement par faire des affiches alternatives, est-ce que d'abord le retour des cinéastes, ils vous commandent les affiches que vous faites de leurs films? Alors j'ai beaucoup de réalisateurs qui me contactent parce qu'ils voudraient absolument que je fasse l'affiche de leur film, mais en réalité c'est toujours le distributeur qui vient foutre la merde. Ah. Oui, le distributeur, c'est lui qui veut absolument vendre son film. Et donc là, voilà, j'ai beaucoup de passionnés. Les réalisateurs sont des artistes. Ils sont des passionnés par essence. Les distributeurs sont des gens qui pensent qu'il y a la thune. Donc d'un coup, là, ça bloque. Ça bloque. Mais parfois, il y a des moments de grâce où le distributeur dit oui, ok, très bien. Moi, c'est peut-être un type qui est en dépression, qui n'a pas tout bien compris. Mais par moments, ça passe. Un nom de film. Moi, j'ai fait l'affiche du dernier film de Yann Bucois. Lui, il me voulait comme moi. Et les producteurs ont dit oui, c'est formidable. Ou bien le sens de la fête. Voilà. Donc là, les deux étaient des fans aussi. Et puis, Gaumont n'a pas pu dire non à ces deux réalisateurs. Donc c'est parfois des coups de peau comme ça. En revanche, du côté des Américains, c'est pas possible. Oui, là je dois commencer à travailler sur une affiche pour Netflix. Oui. D'accord. Sur Secret. J'ai dû signer un papier, tout ça. La confidentialité. Ouais, et vous avez des retours, par exemple, on évoquait juste Coppola, puisque vous avez fait revisiter les 3 parrains, par exemple, il en a dit quoi? Alors, c'est un petit... Je vais essayer de faire ça très rapide, mais l'histoire est quand même amusante. Je reçois un jour une demande pour faire l'affiche du parrain d'une galerie au Texas. Et donc je fais le projet. Le projet est validé par Coppola qui dit « mais mon nom il est où ?» Mais le gars dit « mais on ne peut pas mettre votre nom, monsieur Coppola, parce que les contrats, tout ça. » Il dit « non, moi sur cette affiche, je veux mon nom. » Et donc, il ne se passe rien, je fais l'affiche, je peux mettre le nom de Coppola. Et puis en 2015, j'étais en vacances et je reçois un mail du bras droit de Coppola qui dit voilà Francis, je voudrais que tu fasses l'affiche pour la ressortie d'Apocalypse Now. J'ai dit mais il dit on a déjà contacté mon éditeur, il paraît que tu es vraiment surchargé, que tu ne peux pas la faire avant 2 ans. Et j'ai dit oui c'est vrai. Et j'ai dit mais je comprendrais que vous preniez quelqu'un d'autre. Et le message c'était non Francis attendra. Coppola attend monsieur curieux. Et il a dû attendre encore 1 an de plus. Oh, waouh. Voilà. Et puis entre-temps, il m'avait contacté, il m'a dit Laurent, est-ce que j'adore ton travail, est-ce que je peux utiliser tes affiches pour mes bouteilles de vin? Parce qu'il a des vignobles dans la Napa Valley. Voilà, et j'ai 7 affiches à moi sur ces étiquettes de vin dans une collection qui s'appelle Directors Édition. Et donc du coup il m'a invité dans ses vignobles, il m'a invité à manger, etc.
Et, ce que vous détestez. Manger. Oui. Voilà. Et lui, alors lui, évidemment, lui, il était au régime à ce moment-là, mais il avait quand même plein de pizzas sur la table, on était que le 4. Il y a mon frère Jack, il y avait une petite fille, je ne sais pas si c'était une de ses petites filles, mais lui, il avait commandé à bouffer, vraiment, c'était énorme parce qu'il voulait manger les yeux, quoi. Il ne pouvait pas manger parce qu'il était au régime. Mais quand même, j'étais à côté de lui, on discutait, et quand même, de temps en temps, il venait mettre sa cuillère dans ma mousse au chocolat. C'est rigolo, et là, je me dis, mais putain, il y a Coppola qui est en train de bouffer ma mousse au chocolat. Eh bien, comme il est l'heure d'aller déjeuner, premièrement. Deuxièmement, que nous avons nous aussi dégusté vos propos. Merci beaucoup, Laurent Durieux, David Merveille, Jean-Marc Fies. Merci à vous d'être restés parmi nous. Et remercions évidemment les rencontres Chaland qui nous ont permis de cette causerie. Remercions Avril Tambouret qui fait la captation que l'on retrouvera sans doute sur Internet. Merci à Simone Domenech sans qui je ne serais rien dans les rencontres Chaland pour préparer tout ça. Merci à tous, bon appétit.